Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore ensemble l'arrondissement de Nishi à Osaka. Bonjour à toutes. Oui, Nishi Ward, un endroit vraiment Particulier parce qu'il mélange l'histoire très ancienne du Japon et une modernité très actuelle, très vibrante. Exactement. Et puis, il y a ce détail intéressant. C'est le seul des 4 arrondissements d'origine, créé en 1879, qui a gardé son nom. Les autres ont été fusionnés, renommés. C'est vrai. Alors pour préparer ça, on a consulté pas mal de choses. Des sources historiques, des infos touristiques classiques, et même un carnet de bord d'une balade perso dans le quartier. Oui, une approche assez large pour essayer de cerner l'esprit du lieu. Notre objectif, c'est un peu de déterrer les histoires cachées, de trouver les petits trésors moins connus de Nishi World, loin des sentiers battus habituels. Voilà, aller un peu au-delà de la carte postale. Alors on commence par le commencement, ou presque, le passé lointain, avec Naniwazu, l'ancien port international du Japon. Ah, Naniwazu, c'est fondamental. On parle du 7e siècle, des missions diplomatiques vers la Chine des Sui. C'était la porte d'entrée en quelque sorte. C'est ça. Et aussi le lieu d'événements politiques majeurs, comme le coup d'État de 645, le fameux Ichi-no-Ren, qui a lancé la réforme Taika. Une tentative de centralisation du pouvoir impérial, c'est ça ? Exactement. Et les archéologues confirment son importance. Ils ont retrouvé plein de céramiques Tang, preuve du commerce intense. Donc bien plus qu'un simple port. Ah oui, carrément. C'était le creuset des échanges culturels, commerciaux, le point de départ de beaucoup de choses pour le Japon. Une source mentionne même une légende sympa sur l'origine de la sauce soja tamari liée à ce port. Intéressant. On peut encore sentir ce passé près des ruines du palais de Naniwa ou au musée d'histoire d'Osaka, j'imagine. Oui, tout à fait. Ces lieux en sont imprégnés. Bon, faisons un bond dans le temps. Époque Edo, Osaka devient la cuisine du Japon. Tenkano Daidokoro. Une effervescence incroyable. Et au milieu de tout ça, un personnage, haut en couleur. Yodoya Tatsugoro, dans le quartier de Yodoyabashi. Ah, Yodoya, le mania du riz. Une fortune colossale. On raconte qu'il avait des carpes en or pur qu'il servait à manger sur des feuilles d'or. C'est presque de la légende. Oui, mais ça illustre bien sa puissance. En fait, il contrôlait une part énorme du marché du riz, tellement qu'il pouvait influencer les prix. Et ça n'a pas plu au pouvoir en place, j'imagine. Pas du tout, le shogunat Tokugawa voyait ça d'un mauvais œil. Contrôler le riz, c'était toucher à la base de l'économie, et donc menacer potentiellement l'autorité. Du coup, sa chute a été brutale. Oui, en 1719. Officiellement pour luxe excessif, mais en réalité c'était surtout politique. Confiscation de ses biens. Ça montre bien la puissance des marchands, mais aussi leur fragilité face au pouvoir shogunal. Et tout ce commerce, ce riz, ça circulait comment ? Principalement par les canaux. Osaka était sillonné de canaux, c'était les autoroutes de l'époque. On a des noms comme le Nishinagaori pour le saké et la sauce soja. C'est ça. Ou l'Itachibori, qu'on appelait la rue de la sauce soja. J'ai lu une anecdote amusante, des marchands qui cachaient de l'or dans les tonneaux de sauce soja pour échapper aux taxes. Ah oui, malin. C'est le genre d'histoire qui montre l'ingéniosité locale. Bon, aujourd'hui, beaucoup de ces canaux ont été comblés, transformés en routes. Mais il reste des traces. Oui, dans les noms de rues, comme Itachibori justement, ou des petits détails comme les lanternes du pont Zakoba, qui sont des vestiges, et même le parc Utsubo, on y reviendra, mais son emplacement est lié à ce réseau fluvial. C'était une zone industrielle avec des usines de bonite séchées avant. D'accord. Donc Nishi Ward, c'était le commerce, la logistique, mais pas seulement. Il y avait une vie culturelle intense aussi. Shinmachi Yukaku, par exemple. Exactement. Shinmachi, c'était le quartier des plaisirs d'Osaka, le plus grand, le plus luxueux. Et il faut savoir qu'il était plus ancien que Gion à Kyoto. Ah oui, quand même. Oui, on parle de 1500 geishas, de figures célèbres comme Yoshino Tayu. C'était un centre culturel hyper important, qui a inspiré beaucoup d'artistes, comme le peintre Sharaku, même s'il est plus connu pour ses œuvres sur Edo. On imagine l'ambiance. Est-ce qu'il en reste quelque chose aujourd'hui ? Disons qu'on peut encore deviner l'atmosphère près du pont Shinmachi ou dans la rue commerçante Gofukumachi. Les sources parlent aussi de Matsushima Shinchi, un autre quartier du même type, plus tardif, dont quelques bâtiments anciens subsistent, mais c'est plus discret. Autre période, autre ambiance, la concession étrangère de Kawaguchi. L'ouverture sur l'Occident à l'ère Meiji. Oui, une zone très importante pour la modernisation d'Osaka. On y trouve encore des témoins, comme l'église de Kawaguchi. Elle a été reconstruite après le grand séisme de Hanshin en 95, mais elle marque le lieu.
Et il y a aussi des monuments qui rappellent cette époque, même s'ils ont été déplacés, c'est ça? Sur l'origine des télécommunications, l'ouverture du port. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier que Nishi-World a été le tout premier centre administratif d'Osaka. Ah bon? Oui. La première préfecture, qu'on appelait le gouvernement d'Enokojima, était là. Puis le premier hôtel de ville aussi. Et il reste des traces de ça? Les monuments commémoratifs sont assez modestes, pour être honnête. Mais le centre culturel et artistique Enoko, par exemple, est installé dans un ancien bâtiment annexe de la préfecture. Ça fait le lien. Et plus récemment, le quartier a aussi été marqué par la Seconde Guerre mondiale. Oui, durement touché. Les bombardements américains visaient les zones industrielles et le port, donc Nishi-World était en plein dedans. Mais comme souvent au Japon, il y a eu une forte résilience. J'ai lu l'histoire d'un artisan saucier qui a relancé sa production au milieu des ruines. C'est incroyable, oui. Et il y a des lieux qui témoignent de cette période, comme le sanctuaire Toussaint Inari. Certaines de ces lanternes en pierre portent encore les marques des incendies causés par les bombes. Ça donne la chair de poule. Et le parc Utsubo, encore lui, a aussi une histoire liée à cette période. Après avoir été zone industrielle, puis peut-être aérodrome japonais, il est devenu une base aérienne américaine après la guerre. Avant de devenir le parc qu'on connaît aujourd'hui? Quelle transformation! C'est ça, du militaire au loisir. C'est un symbole fort de la reconstruction et de l'évolution du quartier. Alors justement, si on explore Nishi-World aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ne faut pas rater? Quelles sont les pépites un peu cachées? Il y a plusieurs sanctuaires intéressants, chargés d'histoire. Ibarasu Myoyoshi, par exemple, qui a plus de 400 ans, avec son arbre sacré qui a survécu à tout, même aux bombes. Impressionnant! Ou le sanctuaire Samuhara, connu pour ses caractères divins uniques, considéré comme très protecteur. Et Tosa Inari, dont on parlait, lié au domaine féodal de Tosa. Et pour ceux qui aiment l'architecture un peu ancienne, un peu rétro? Ah, il y a de quoi faire. Nishi-World a gardé quelques beaux bâtiments. Le Sakaya Building, c'était un ancien théâtre pour les geishas. L'ancien siège de la Ozonogumi. Le Yamaoshi Building, qui abrite maintenant un café sympa. Ah oui. Oui. Ou encore l'ancien bâtiment de Nagase Sangyo, qui était l'agent de Kodak à l'époque. Ce sont des témoins silencieux d'autre temps. C'est assez charmant. Et bien sûr, le parc Utsubo. On en a déjà parlé, mais il mérite qu'on s'y arrête. Carrément. C'est un lieu multiple. Son histoire, on l'a vu. Mais il y a la nature, avec sa roseraie qui est célèbre, les cerisiers en fleurs au printemps. Le sport aussi, avec le centre de tennis international. Exactement. Et puis c'est devenu un lieu de détente très apprécié. Au cœur d'un quartier qui est maintenant considéré comme assez branché, assez haucher, comme on dit en japonais. Et ce qui est frappant, c'est ce mélange constant, non? Entre l'histoire et le très moderne. Tout à fait. Tu as le dôme Kyocera, énorme, très moderne, pour les concerts, le baseball. Et juste à côté, ou pas loin, t'as l'ambiance beaucoup plus populaire, plus locale des galeries commerçantes de Kujo, comme Nine Mall ou Kirara. Ce contraste, c'est ça qui fait le sel du quartier, peut-être? Je crois, oui. C'est ce qui le rend vivant. Ce n'est pas un musée à ciel ouvert, ni une zone purement moderne et fonctionnelle. C'est un mélange. Donc, pour résumer un peu notre exploration, Nishi-World, c'est vraiment un voyage à travers les couches de l'histoire d'Osaka. Du port antique au centre économique et administratif, puis au quartier dynamique d'aujourd'hui. Avec cette particularité, ce fil rouge, d'avoir gardé son nom depuis 1879. C'est un ancrage assez unique dans une ville qui a énormément changé. C'est vrai. Alors, peut-être une dernière petite réflexion pour ceux qui nous écoutent. La prochaine fois qu'on se promène dans un quartier, même un qui semble très moderne, On essaye de voir ce qu'il y a derrière. voilà, se demander quelles histoires se cachent sous l'asphalte ou derrière les façades. Savoir qu'ici, il y avait un canal, là un quartier de plaisir, là encore le centre du pouvoir. Ça change forcément la manière dont on perçoit l'endroit. Complètement. Ça lui donne une profondeur, une épaisseur. C'est une invitation, en fait, à explorer Nishi-World ou n'importe quel autre lieu, avec cette curiosité pour le passé qui affleure toujours un peu dans le présent. Une belle invitation pour conclure. Merci beaucoup. Merci à toi.